Vous sentez ce mur? Il est assis en face, vous entendez sa respiration, mais c'est un parfait inconnu. Vous posez des questions, essayant de trouver un lien, mais vous ne recevez qu'un écho réfléchi par son armure impénétrable. À l'intérieur, une panique silencieuse grandit. Vous sentez qu'il cache quelque chose, mais vous ne savez pas comment percer cette façade froide. Oubliez ce qu'on vous a appris. La psychologie ordinaire conseille, demande directement. Mais Carl Jung savait, une question directe ne provoque que la défense de l'ego. Vous essayez d'interroger son masque, sa façade sociale. Mais le masque ne sait que mentir pour se protéger. Pour entendre la vérité, nous devons trouver le chemin vers son âme. Nous avons les clés de ces portes. Dans cette vidéo, nous analyserons 7 questions algorithmes. Ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des questions qui, comme l'eau, s'infiltrent à travers les pierres de sa défense, contournant les gardiens de la conscience. Vous comprendrez la vraie nature de son silence. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la peur de l'ombre. Vous apprendrez comment créer un espace où le mensonge devient impossible et vous trouverez la proximité dont vous aviez peur de rêver. La vérité peut brûler, mais elle seule est capable de vous libérer de cette cage d'incertitude. Si vous êtes prête à regarder derrière le masque, nous commençons. Arrêtons le cours du temps un instant et regardons honnêtement l'endroit où vous vous trouvez actuellement. C'est un espace rempli de l'écho résonnant des mots non dits. Vous connaissez ce sentiment mieux que quiconque. C'est le phénomène douloureux et épuisant de la solitude à deux. Physiquement, il est présent. Il est assis en face, boit son café. Son corps occupe sa place habituelle dans l'espace de votre cuisine. Vous pouvez tendre la main et sentir la chaleur de sa peau. Mais émotionnellement, il est descendu dans un bunker profond et impénétrable, a claqué la lourde trappe en acier et a tourné la valve de l'intérieur. Un brouillard épais et froid est tombé entre vous. Vous essayez de le traverser, vous posez des questions, mais vos mots semblent tomber dans du coton. En réponse, seulement des phrases monosyllabiques, un regard qui vous traverse, vers l'écran du téléphone ou vers la fenêtre, là où vous n'êtes pas. Et dans cette atmosphère étouffante de non-dits, une transformation tragique se produit en vous. Vous, une femme créée pour l'amour et la création, vous vous transformez malgré vous en détective soupçonneux dans votre propre chambre. Vous commencez à scanner la réalité à la recherche de menaces. Vous écoutez la tonalité de sa voix, essayant de déchiffrer des sens cachés dans un simple « ça va ». Vous analysez la durée de ses pauses comme un criminaliste analyse des indices sur une scène de crime. Vous surveillez comment il pose exactement son téléphone sur la table, écran vers le haut ou vers le bas. Cela vous détruit de l'intérieur. Cela ronge lentement, mais sûrement votre estime de vous-même. Vous détestez ce rôle. Vous ne voulez pas être surveillante ou enquêtrice. Mais sa fermeture, ce maudit jeu de cache-cache, ne vous laisse pas le choix. Vous vous sentez humilié par la nécessité de traquer la vérité, de ramasser les miettes de sa sincérité comme une aumône. Ce sentiment que vous devez pirater votre propre mari juste pour savoir qui il est aujourd'hui, c'est le fardeau le plus lourd que vous portez en silence. Vous avez mal, et souvent un sentiment corrosif de culpabilité se mêle à cette douleur. Le critique intérieur chuchote. Peut-être suis-je trop envahissante. Peut-être que je l'étouffe. Peut-être suis-je juste une hystérique qui réclame de l'attention. Je veux que vous expiriez maintenant et que vous m'entendiez. Ce n'est pas votre faute. Votre désir de connaître la vérité n'est pas une pathologie ni une tentative de contrôle total. C'est un instinct de conservation ancien et profond. Pour la psyché féminine, la clarté dans les relations est synonyme de sécurité. Quand vous frappez à une porte fermée, vous n'essayez pas de le soumettre, vous cherchez simplement un sol ferme sous vos pieds dans le marécage mouvant de l'incertitude. C'est normal de vouloir savoir avec qui vous partagez votre vie. Mais il est important de comprendre aussi l'autre côté de l'équation. Nous prenons souvent à tort son silence pour de la froideur ou même de la cruauté. Il nous semble qu'il se tait contre nous. Mais du point de vue de la psychologie des profondeurs, ce n'est presque jamais le cas. Son silence n'est pas une attaque. C'est une tentative convulsive de se préserver. C'est un conflit entre votre besoin de fusion émotionnelle et son besoin masculin, souvent douloureux, d'autonomie. Il se replie sur lui-même non pas pour vous punir, mais pour ne pas s'effondrer lui-même. Son silence n'est pas une arme dirigée vers votre cœur.
C'est un bouclier derrière lequel se cache un petit garçon effrayé, craignant de commettre une erreur, de paraître faible ou incompétent à vos yeux. Vous n'êtes pas coupable de votre recherche, mais tout ce temps, vous avez commis une erreur fondamentale de navigation. Vous frappiez à la mauvaise porte. Vous envoyez vos requêtes au mauvais destinataire. Dans la vie quotidienne, au dîner ou en voiture, vous essayez de parler à sa persona. C'est sa façade sociale, son masque brillant de bon gars qu'il porte pour fonctionner en société. La persona est créée dans un seul but, plaire et éviter les conflits. Et c'est précisément pour cela qu'elle ment. Vous exigez la vérité de sa persona, mais la persona est un diplomate formé à mentir pour préserver une paix fragile. Elle vous dira « tout va bien », juste pour que vous souriez, même si à l'intérieur de lui, c'est l'incendie. La vérité vit ailleurs. Elle est bannie dans la cave sombre et verrouillée de sa psyché, que Carl Jung appelait l'ombre. Là, dans cette obscurité, sont cachées ses vraies peurs, sa honte brûlante, ses désirs refoulés et cette vulnérabilité qu'il considère comme une faiblesse. L'ombre n'est pas polie, mais elle seule est réelle. Votre tragédie est que vous essayez d'interroger le masque, mais le masque est vide. Pour connaître la vérité, nous devons changer radicalement de tactique. Nous devons arrêter de frapper à la porte d'entrée et trouver un moyen de descendre en bas. Nous devons inviter son ombre à notre feu. Je vais vous transmettre ces 7 questions. Mais tout de suite, je vous demande de vous arrêter. Il existe une tentation énorme de sauter la théorie et de passer directement aux actions, de saisir cette liste et de lui faire subir un nouvel interrogatoire dès ce soir. Ne faites pas ça. Ces questions ne sont pas des formules magiques qui fonctionnent toutes seules. Ce sont des instruments chirurgicaux précis et, comme tout scalpel, dans des mains inexpertes, ils peuvent causer du tort plutôt que de guérir. Si votre état d'esprit intérieur reste le même, celui d'un chasseur traquant sa proie, même les mots les plus profonds sonneront faux. Il sentira le piège et sa défense deviendra encore plus solide. Avant que je vous donne les clés, vous devez comprendre comment fonctionne exactement cette serrure complexe. Sinon, vous casserez simplement la clé dans la serrure et la porte se bloquera définitivement. Nous devons analyser l'anatomie de son silence pour comprendre comment contourner ses gardiens et non les prendre d'assaut. Sans cette compréhension, ces 7 questions ne seront pour lui qu'une nouvelle forme de torture plus sophistiquée qu'il ignorera à nouveau. Soyons extrêmement honnêtes et regardons à quoi ressemble habituellement votre tentative de parler. Le plus souvent, cela ne ressemble pas à un dialogue intime entre 2 personnes qui s'aiment, mais à une audience au tribunal, où vous jouez le rôle d'un procureur brillant mais impitoyable. Vous vous préparez, vous rassemblez des faits, vous construisez une chaîne logique impeccable. Tu avais promis d'être là à 7 heures, tu es arrivé à 9 heures. Tu as dit que tu m'aimais, mais tu as oublié notre anniversaire. Voici la capture d'écran, voici la date, voici ta promesse. Vous commettez l'erreur classique de l'assaut logique. Il vous semble que si vous le coincez contre le mur avec des preuves irréfutables, il n'aura d'autre choix que de se rendre, de pleurer et de dire la vérité. Vous pensez que vous le vaincrez par la logique. Mais dans les relations, la logique n'est pas un outil de persuasion, c'est une déclaration de guerre. Dès que vous l'approchez avec ce dossier de preuves métaphoriques ou réelles, une lampe rouge d'alarme s'allume dans son cerveau. Attaque. Il cesse de voir en vous la femme aimée, la partenaire, l'amie. Il voit en vous un procureur dont le but est d'accuser et de punir. Et son seul but à ce moment-là n'est pas de s'ouvrir, de se rapprocher, mais de ne pas témoigner. Il se met en défense totale. Soit il se ferme dans un silence glacial, soit il commence à contre-attaquer, s'accrochant à vos mots pour vous déstabiliser. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe le plus destructeur auquel croient des millions de femmes. S'il m'aimait vraiment, il me dirait tout lui-même. Vous pensez que son mensonge ou son silence est la mesure de son amour pour vous? C'est un mensonge. Au moment du conflit, au moment où son ego se sent menacé, la peur est toujours plus forte que l'amour. C'est de la biologie. La peur d'être rejeté, la peur d'être mauvais, la peur de perdre la face, ce sont d'anciens instincts de survie. C'est pourquoi vos questions standards, où étais-tu? Pourquoi tu te tais? Dis-moi la vérité, ne fonctionnent pas. Ce ne sont pas des questions. Ce sont des coups de marteau sur la porte fermée d'un bunker. Et plus vous frappez fort, plus les murs qui l'érigent deviennent épais. Vous cherchez la vérité, mais
Vous utilisez des méthodes de guerre. Et à la guerre, comme on le sait, la vérité meurt en premier. Pour comprendre comment changer cette dynamique, nous avons besoin d'une nouvelle carte du terrain. Imaginez la psyché de votre homme, non pas comme une pièce fermée, mais comme un château médiéval. Quelque part là-bas, tout au fond, dans la tour centrale, et conserver sa véritable essence, sa vulnérabilité, ses sentiments tendres, ses vrais rêves. Mais ce château est entouré de hauts murs, et autour des murs est creusé un fossé profond et large, rempli d'eau trouble. Son mensonge, ses non-dits, ses réponses évasives, c'est ce fossé. Que faites-vous quand vous activez le mode procureur? Vous sautez dans cette eau trouble. Vous essayez de traverser le fossé à la nage, en combattant les crocodiles de ses réactions défensives. Vous dépensez une énergie colossale à essayer de percer les murs avec votre front ou de grimper par-dessus à l'aide d'échelles logiques. Mais c'est inutile. L'architecture du château est telle qu'il est imprenable de l'extérieur. La seule façon d'entrer est de faire en sorte que le maître du château abaisse lui-même, de son plein gré, le pont-levis. Vous devez comprendre une chose fondamentale. Ce château n'a pas été construit pour vous empêcher d'entrer, vous personnellement. Il a été construit pendant des décennies, pierre par pierre, depuis l'époque où il était un petit garçon. La racine de son mensonge n'est pas la malveillance ni le désir de vous faire du mal. C'est une peur ancienne et infantile du rejet. Autrefois, il y a très longtemps, il a appris une leçon cruelle. S'ils savent comment je suis vraiment, ils ne m'aimeront plus. Peut-être lui a-t-on dit que les gentils garçons ne se mettent pas en colère, ou que les hommes ne pleurent pas, ou que ses désirs étaient incorrects. À ce moment-là, sa psyché s'est scindée. Pour survivre et conserver l'amour de ses parents, et maintenant le vôtre, il a appris à cacher sa vraie partie, celle qui est incommode, dans le donjon et à placer des gardes sur les murs. Le mensonge pour un homme est une forme d'adaptation. C'est un mécanisme de survie appris. Quand il vous ment sur ses sentiments ou ses projets, ce n'est pas une attaque contre vous. C'est une réaction de panique de son enfant intérieur qui est persuadé « la vérité est mortellement dangereuse ». Vous prenez d'assaut les murs sans comprendre que la garnison à l'intérieur meurt de peur. Son mensonge n'est pas une arme d'attaque. C'est une barricade qu'il a érigée parce qu'il est sûr. Si vous le voyez tel qu'il est vraiment, vous serez horrifié et vous partirez. Et tant qu'il croira cela, le pont ne s'abaissera jamais. Stop. Attendez une minute. Avant d'aller plus loin, je veux tourner brusquement le projecteur. Nous avons beaucoup parlé de lui, de ses murs, de son château, de ses peurs. Mais maintenant, je veux parler de vous. Vous dites que vous voulez la vérité. Vous l'exigez. Vous perdez le sommeil à essayer de la trouver. Mais permettez-moi de vous poser une question qui peut sembler inconfortable, voire cruelle. Quelle vérité craignez-vous le plus? Nous nous trompons souvent en pensant que la vérité est une couverture chaude qui nous apaisera. Ce n'est pas le cas. La vérité est une eau glacée. La vérité est un feu qui brûle les décors. S'il abaisse ce pont maintenant et vous dit ce qu'il pense vraiment, êtes-vous sûr d'être prête à l'entendre? Et si la vérité était qu'il s'ennuie? Et s'il sentait que votre sollicitude l'étouffe? Et s'il doutait de votre avenir commun? Vous priez pour la vérité, mais s'il vous dit que ses sentiments ont refroidi, ou qu'il est faible et perdu, supporterez-vous ce coup sans vous effondrer? Ou au fond de vous, voulez-vous simplement qu'il vous raconte un mensonge de meilleure qualité? Un mensonge qui sonne comme « je t'aime » et tout va bien chez nous? Voici la pilule la plus amère à avaler. Souvent les hommes mentent non pas parce qu'ils sont des menteurs pathologiques, mais parce que nous leur avons appris à le faire. Sans mots, rien que par votre anxiété, la tension dans votre voix, votre regard suppliant, vous lui transmettez le signal. S'il te plaît, ne me dis rien de mauvais. Je ne le supporterai pas. Préserve mon illusion. Il lit ce signal instantanément. Et il ment pour vous protéger de votre propre réaction. Je veux que vous mettiez cette vidéo en pause maintenant. Sérieusement. Appuyez sur pause et répondez honnêtement à une question. Est-ce que je cherche la réalité ou est-ce que je cherche un calmant? S'il vous montre son ombre, disgracieuse, égoïste, effrayée, resterez-vous ou fuirez-vous? Parce que si vous ne cherchez que la confirmation de votre image idéale, ces 7 questions détruiront votre monde. Mais si vous êtes prête à rencontrer une personne réelle et non un prince de conte de fées, alors appuyez sur play. Si vous êtes toujours là, cela signifie que vous avez choisi la réalité. Vous êtes prête à aller plus loin.
Et maintenant, pour comprendre la mécanique de la conversation à venir, nous devons nous tourner vers les fondements de la psychologie analytique de Carl Jung. Nous pensons souvent qu'un homme cache ses sentiments parce qu'il veut les cacher. Mais Jung nous ouvre une perspective beaucoup plus profonde et tragique. Souvent, un homme ne dit pas la vérité sur ses sentiments, simplement parce qu'il ne la connaît pas lui-même. Jung a introduit le concept d'anima. C'est l'image archétypale de la femme qui vit dans l'inconscient de chaque homme. L'anima n'est pas seulement la partie féminine de son âme. C'est un pont. C'est le seul guide reliant son esprit froid et logique, logos, au monde des émotions profondes, de l'intuition et de la vie elle-même, Eros. L'anima était la gardienne des clés de son cœur. Le problème de l'homme moderne est que son éducation, la société, toute la culture du gagnant qui réussit, le forcent à réprimer son anima. On lui dit « sois dur, sois logique, ne sois pas une fillette ». Et il coupe ce lien, il bétonne ce puits. En conséquence, nous obtenons un phénomène que l'on peut appeler l'analphabétisme émotionnel. Quand vous lui demandez « que ressens-tu pour nous ?», il tombe en stupeur. Pas parce que c'est un méchant, mais parce que vous lui demandez de lire un texte dans une langue qu'il a oubliée depuis longtemps. À l'intérieur de lui, c'est un film muet. Il voit des images, ressent de l'anxiété ou de la lourdeur, mais il n'a pas les mots pour nommer cela. Et c'est là que naît le mensonge. Quand il ne peut pas trouver la réponse à l'intérieur, son esprit logique commence à construire une réponse à l'extérieur. Il ne ment pas au sens strict du terme, il invente une version acceptable de la réalité pour combler le vide et vous calmer. Il dit ce qui, selon lui, devrait sembler logique. C'est pourquoi ces 7 questions auxquelles nous passons ne sont pas des instruments d'interrogatoire. Ce sont des instruments de restauration. Nous n'essaierons pas d'extraire des faits de lui avec des tenailles. Nous utiliserons ces questions comme des incantations pour rétablir son lien avec sa propre anima. Nous l'aiderons à trouver ce pont à tâtons. Votre rôle change. Vous n'êtes plus l'enquêteur exigeant des dépositions. Vous devenez un guide. Il se tait non pas parce qu'il garde un terrible secret, mais parce qu'il a perdu le dictionnaire de ses propres sentiments. Et à l'aide de ces questions, vous deviendrez celle qui lui rendra ce langage. Maintenant que nous comprenons la théorie et voyons la carte de son âme, il est temps de prendre les outils en main. Mais avant que je prononce la première question, vous devez entendre la mise en garde principale. Ces questions ne doivent pas être posées à la va-vite. On ne doit pas les lancer par-dessus l'épaule pendant que vous faites la vaisselle, ni les crier dans les embouteillages, ni les écrire sur une messagerie. L'alchimie est l'art de la transformation, et pour toute transformation, il faut un vase hermétique. Jung appelait cela le téménos, un espace sacré et protégé. Vous devez créer un rituel. Éteignez les téléphones. Supprimez le bruit superflu. Créez un silence qui n'oppresse pas, mais qui invite. Asseyez-vous de manière à ce que vos yeux soient au même niveau. Vous devez créer une atmosphère où le temps s'arrête. Ce n'est que dans un tel téménos que sa psyché se sentira suffisamment en sécurité pour retirer son armure. Alors, nous commençons. Question numéro 1. La clé de l'ombre. Demandez-lui, en le regardant droit dans les yeux, mais avec une douceur maximale. Qu'y a-t-il en toi? Pourquoi as-tu peur? Je pourrais te juger. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Habituellement, nous demandons « Que caches-tu » Cela sonne comme une accusation, et l'ombre se cache instantanément plus profondément. Cette question est un coup de génie. Elle n'exige pas de fait, elle s'adresse à l'émotion, à la peur et à la honte. Vous lui faites comprendre à l'avance. Je sais que tu n'es pas parfait. Je sais que tu as un côté sombre, et je ne le fuis pas. Je suis prête à le regarder. Cette question désarme, car elle n'exige pas de justification. Elle invite à partager le fardeau de l'imperfection. Vous légalisez son droit d'être mauvais à vos yeux, et c'est paradoxalement ce qui lui donne envie d'être honnête. Question numéro 2. La clé de l'enfant intérieur. Cette question peut être douloureuse pour vous, mais elle est nécessaire. Demandez. Dis-moi honnêtement, à quel moment te sens-tu le plus seul à mes côtés? Écoutez bien la formulation. Nous ne demandons pas « Pourquoi t'es-tu éloigné ?» C'est un reproche. Nous l'interrogeons sur son vécu. Les hommes sont habitués à porter le masque de l'autosuffisance. Admettre la solitude pour un homme signifie admettre la faiblesse. Mais quand vous posez cette question, vous validez ses sentiments. Vous dites « Je vois qu'il t'arrive d'avoir froid même près de moi ». Cela pirate la défense de son enfant intérieur
qui est assis dans le bunker. Au lieu de se défendre contre vous, il reçoit pour la première fois la possibilité de se plaindre à vous de sa douleur. Et à ce moment-là, il cesse de voir en vous un ennemi. Question numéro 3. La clé des valeurs. Cette question vise à contourner sa persona sociale et à atteindre ses vrais désirs. Si tu pouvais revivre ta vie, que changerais-tu tout de suite, sans hésiter? Pourquoi est-ce nécessaire? Un homme ment souvent ou se tait parce qu'il vit selon le scénario d'un autre. Travail, prêt immobilier, obligation. Il réprime ses vrais rêves, les considérant comme stupides ou impossibles. Cette question lui donne la permission de fantasmer. Elle est sûre parce qu'elle est hypothétique, si tu pouvais. Mais la réponse vous donnera la carte de son âme. Il peut dire « Je ne serai pas devenu avocat » ou « Je vivrai au bord de la mer ». Il n'y a pas de mensonge dans cette réponse, car la persona se désactive quand nous parlons de l'irréalisable. Et c'est là que vous verrez ses vraies valeurs et les regrets qui empoisonnent sa vie et le forcent à se renfermer. Nous descendons plus profondément. Si les 3 premières questions concernaient son passé et son enfant intérieur, les 4 suivantes visent le territoire le plus complexe, la dynamique de votre relation et son essence existentielle. Ici, la tension va monter, mais c'est ici que sont cachés les plus grands trésors. Question numéro 4. La clé de la projection. C'est peut-être la question la plus courageuse qu'une femme puisse poser à un homme. Elle exige de vous une énorme force d'âme, car vous reprenez la responsabilité pour lui retirer son armure. Demandez, qu'est-ce que je fais qui te fait sentir que tu n'es pas assez bien? Sentez la différence. Habituellement, quand un homme se renferme ou répond agressivement, nous demandons « Pourquoi réagis-tu comme ça ?» ou « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'est une attaque. Mais la question numéro 4 est une capitulation totale dans le bon sens du terme. Vous vous adressez à la principale blessure masculine, la peur d'être incompétent. Les hommes projettent souvent cette peur sur les femmes. Il leur semble que votre regard, votre soupir, votre critique confirment qu'ils sont des ratés. En posant cette question, vous dites « Je ne veux pas être le miroir de tes échecs. Dis-moi où j'appuie sur ta plaie. » Cela vous transforme instantanément de juge en allié. Il cesse de se défendre car il voit que vous êtes prête à changer votre comportement pour son confort. Et en réponse, il vous dira très probablement la vérité sur combien il a besoin de votre approbation. Question numéro 5. La clé de l'anima, sentiment. Comme nous l'avons dit, chez beaucoup d'hommes, le dictionnaire émotionnel est atrophié. Cette question aide à le restaurer. Demandez, quelle émotion est la plus difficile à exprimer pour toi envers moi? Remarquez, nous ne demandons pas « Que ressens-tu » C'est trop abstrait. Nous interrogeons sur la difficulté. Nous légalisons à l'avance le fait qu'exprimer des sentiments est difficile. Cela enlève la honte. Il peut répondre « J'ai du mal à montrer ma peur » ou « J'ai du mal à montrer à quel point je suis attaché à toi ». Cette question fonctionne comme une écluse. Vous donnez la permission à l'existence d'émotions interdites. Vous communiquez à son subconscient. Ici, c'est sans danger d'être faible. Ici, c'est sans danger d'être triste. Et souvent, après cette question, le barrage cède. Question numéro 6. La clé de la peur du futur, l'indifférence masculine envers les projets, son refus de parler de mariage, d'enfants ou de déménagement masque souvent une terreur paralysante. Demandez directement. De quoi as-tu peur dans notre avenir? Non pas que veux-tu, mais de quoi as-tu peur? La question que veux-tu impose des obligations. La question sur la peur libère. Peut-être a-t-il peur de ne pas assurer financièrement, ou peur que le quotidien tue la passion, ou peur de devenir aussi malheureux que son père. Tant que cette peur n'est pas nommée, elle le dirige depuis l'ombre, le forçant à freiner et à saboter la relation. Dès que la peur est exprimée, elle perd son pouvoir démoniaque. En sortant cette peur à la lumière, vous pourrez en discuter comme d'un problème réel, et non vous cogner la tête contre le mur de son « je ne sais pas ». Question numéro 7. La clé du sens, soi. Et enfin, la dernière question, la plus profonde, presque mystique. Elle vise au-delà de la persona, au-delà des rôles de mari, de père, de pourvoyeur. Elle vise le noyau de son être. Dans un moment de silence et de proximité, demandez « Qui es-tu quand personne ne regarde ?» Cette question arrache tous les masques. En société, il est un ensemble de fonctions. Il doit être fort, performant,
compétent. Mais qui est-il seul avec lui-même? À quoi pense-t-il avant de dormir? De quoi se tait-il en regardant les étoiles? Cette question invite son soi à monter sur scène. C'est le moment de vérité. La réponse peut être inattendue. Je suis un voyageur fatigué, je suis un rêveur, je suis un petit garçon qui s'est perdu. La 7e question est un regard dans le miroir de l'âme, où il n'y a pas de spectateur, pas d'évaluation, il n'y a que l'essence pure. Et s'il vous répond à cette question, sachez-le, il n'y a plus de mur entre vous. Vous vous êtes rencontrés pour de vrai. Peut-être pensez-vous maintenant, c'est beau en théorie, mais est-ce que ça marchera avec mon mari? C'est un roc. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anna et James. Ils étaient mariés depuis 10 ans. De l'extérieur, un couple idéal. Mais à l'intérieur de leur maison régnait une guerre froide. James rentrait tard du travail, dînait en silence, le nez dans son téléphone, et se couchait en se tournant vers le mur. Anna avait joué le rôle de détective pendant des années. Chaque soirée commençait par un interrogatoire. « Où étais-tu? Pourquoi tu n'as pas appelé? À quoi penses-tu » James répondait par monosyllabes. « Au travail, j'ai oublié. » À rien, c'était une impasse. Anna sentait qu'elle mourait de solitude à côté d'une personne vivante. Un soir, après avoir regardé un contenu similaire, Anna a décidé de prendre un risque. Elle n'a pas mis la table, n'a pas allumé la télévision. Elle s'est simplement assise en face de James quand il est arrivé. Et au lieu du reproche habituel, « Tu es encore en retard », elle l'a regardé dans les yeux. Un silence lourd et vibrant s'est installé dans la pièce. James s'est tendu, s'attendant à une attaque. Ses épaules se sont levées, il s'est préparé à se défendre. Mais Anna a pris une profonde inspiration et doucement, presque en chuchotant, a posé la question numéro 2. « James, dis-moi honnêtement, quand te sens-tu le plus seul à mes côtés ?» James s'est figé. Il a ouvert la bouche pour sortir son habituel. Ne dis pas n'importe quoi, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. La question était si inattendue, si dénuée d'accusation et pleine de douleur, que sa défense automatique a failli. Il a regardé Anna, non pas comme la femme qui fait des reproches, mais comme une femme qui souffre aussi. 1 minute a passé, une deuxième. Anna ne le pressait pas, bien que son cœur battît la chamade. Et soudain, le visage de James, toujours si pierreux et concentré, a commencé à changer. Ses lèvres ont tremblé. Il a baissé les yeux sur ses mains. « Quand tu me parles d'argent », a-t-il finalement prononcé d'une voix rauque, étrangère. « Quand tu me regardes avec l'attente que je vais tout résoudre. » Dans ces moments-là, je ne me sens pas comme un mari, mais comme un distributeur de billets qui est sur le point de tomber en panne. Je sens que si je tombe, tu ne me relèveras pas, tu seras déçu. Et là s'est produit ce qu'Anna n'avait pas vu depuis leur mariage. Une larme a roulé sur la joue de James. Une seule larme masculine, avare, derrière laquelle se cachaient des années de peur refoulées de ne pas être à la hauteur. Pour la première fois en 10 ans, le silence entre eux n'était pas vide, mais rempli de sens. Le barrage s'est effondré. Ce soir-là, ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes. Ils ne sont pas devenus le couple idéal d'une publicité pour yaourt. Mais ils se sont parlé pour de vrai, pour la première fois. James a parlé de sa peur de la faillite, dont il taisait l'existence depuis 3 ans. Anna a parlé de son sentiment d'inutilité. C'était douloureux, c'était effrayant, mais c'était réel. Et dans cette réalité, ils se sont enfin rencontrés. L'histoire de James et Anna n'est pas juste une belle illustration. C'est un miroir dans lequel vous regardez maintenant. Et pendant que vous digérez cette scène, pendant que vous ressentez les échos de leur douleur et de leur libération, je veux faire une pause et tourner la caméra à 180 degrés. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter de ses peurs, de son ombre, de sa défense. Nous vous avons armé de 7 clés puissantes capables d'ouvrir sa serrure. Mais en psychologie comme en physique, une loi immuable s'applique. Chaque action engendre une réaction. Le dialogue est une rue à double sens. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un dans un espace d'honnêteté absolue tout en restant dans un abri sûr. Vous ne pouvez pas exiger de lui qu'il retire son armure si vous vous tenez devant lui, enfermé dans l'armure de votre droiture. C'est pourquoi maintenant, je veux vous poser une question qui exige de vous le même courage que celui que vous attendez de lui. Regardez encore une fois cette liste de 7 questions. Lisez-les attentivement et demandez-vous laquelle de ces 7 questions vous fait le plus peur à vous-même. Ne vous pressez pas. Écoutez votre corps.
Sur quel point votre estomac s'est-il noué? Sur quelle question avez-vous eu envie de détourner le regard? Peut-être est-ce la question numéro 4. Qu'est-ce que je fais qui te fait sentir que tu n'es pas assez bien? Pourquoi fait-elle peur? Parce qu'en la posant, vous descendez volontairement du piédestal de l'épouse parfaite ou de la victime des circonstances. Vous admettez que vous aussi pouvez causer de la douleur. Vous vous ouvrez à la critique, et c'est effrayant. Ou peut-être que la question numéro 6, de quoi as-tu peur dans notre avenir, vous paralyse? Vous fait-elle peur parce qu'au fond de vous, vous connaissez la réponse? Parce que vous avez peur de la même chose, mais vous avez conclu un pacte tacite de silence, et le rompre signifie rendre la menace réelle? Ou peut-être est-ce la question numéro 7, qui es-tu quand personne ne regarde? Avez-vous peur d'apprendre que l'homme avec qui vous partagez votre lit rêve en fait d'une vie où il n'y a pas de place pour votre mode de vie actuel? Comprenez une chose importante. Le courage de poser la question n'est que la moitié du chemin. Le courage d'y répondre à soi-même, c'est là que commence la vraie transformation. Si vous ressentez de la peur face à une certaine question, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas la poser. Au contraire, c'est un marqueur. C'est une flèche rouge sur la carte de votre âme indiquant « Creusez ici ». Votre peur est un indicateur de l'endroit exact où l'énergie est bloquée dans votre relation. C'est précisément là où c'est le plus effrayant que réside le potentiel de la percée la plus puissante. Nous ne sommes pas ici de simples spectateurs, nous sommes une communauté de chercheurs. Et je veux vous inviter à l'honnêteté dès maintenant. Descendez dans les commentaires. N'écrivez pas de longues histoires si vous ne le voulez pas. Écrivez simplement le numéro de la question. Écrivez « Le numéro 4 me fait peur » ou « J'ai peur de poser la numéro 2 ». Faites-le. Pourquoi? Parce que quand vous verrez des centaines d'autres commentaires, quand vous verrez que vous n'êtes pas seul dans cette peur, elle perdra son pouvoir sur vous. Vous verrez que des millions de femmes se tiennent devant le même abîme. Et ce sentiment d'unité vous donnera la force de faire le premier pas dans la vie réelle. Écrivez votre numéro, reconnaissez votre peur, et voyons ce que nous ferons de cette vérité ensuite. Vous l'avez fait, vous avez posé la question. Et peut-être que la réponse que vous avez reçue ne vous a pas apporté de soulagement. Peut-être vous a-t-elle apporté de la douleur. Ne soyons pas naïfs. Nous romantisons souvent la vérité, l'imaginant comme une lumière qui dissipe instantanément les ténèbres et apporte la joie. Mais en réalité, la vérité arrive souvent comme un coup dans le ventre. Elle peut être piquante, inconfortable, voire insultante pour votre ego. Il peut dire qu'il est fatigué de votre tutelle. Il peut avouer que son désir s'est éteint. Il peut exprimer des doutes qui feront se dérober le sol sous vos pieds. Et à ce moment-là, votre premier instinct sera de vouloir tout annuler. Se boucher les oreilles, s'enfuir, crier « Tais-toi !» Remets tout comme c'était. Il vous semblera que tout s'effondre. Mais je suis ici pour vous dire, ce que vous ressentez n'est pas la fin. C'est un début nécessaire et inévitable. Carl Jung, en étudiant les anciens traités alchimiques, a découvert que le processus de transformation du plomb en or commence toujours par une étape que les alchimistes appelaient nigredo, le noircissement. C'est le stade de la désintégration, de la putréfaction, de la décomposition. Avant que la matière puisse se transformer en une forme supérieure, son ancienne forme doit mourir et noircir. Votre relation traverse actuellement le stade de nigredo. Ce qui s'effondre et vous cause de la douleur, ce n'est pas votre amour. Ce sont vos illusions qui s'effondrent. Ce sont les décors de la famille idéale que vous avez construit pendant des années pour vous cacher la vérité à vous-même qui brûle. Est-ce douloureux? Absolument. Le feu brûle toujours. Mais sans ce feu, sans ce noircissement des vieilles formes, la naissance d'une union nouvelle et vivante est impossible. Pour que l'or apparaisse, la matière doit noircir. Votre douleur face à sa vérité est le feu dans lequel brûlent vos illusions. C'est pourquoi, quand vous entendez une vérité désagréable, ne la percevez pas comme le messager de l'Apocalypse. Réinterprétez-la. Regardez-la comme un enseignant. S'il vous parle de sa douleur ou de son mécontentement, cela signifie qu'il est vivant. Cela signifie qu'il vous fait assez confiance pour vous montrer sa noirceur. Auparavant, cette noirceur était enfermée à l'intérieur de lui, l'empoisonnant et tuant invisiblement votre lien. Maintenant, elle est sortie. Oui, elle gît entre vous et elle est laide. Mais maintenant, on peut travailler avec elle. Vous devez faire un choix fondamental,
digne d'un philosophe stoïcien. Que choisissez-vous? Un mensonge doux et collant qui vous berce dans un coma confortable pendant que la relation meurt de nécrose? Ou une vérité amère et brutale qui fait mal, mais nettoie la plaie et lance le processus de guérison réel? Rappelez-vous, la douleur de la vérité est une douleur de croissance. La douleur du mensonge est une douleur d'agonie. Choisissez la croissance, même si maintenant vous avez l'impression de vous tenir sur un tas de cendres. C'est précisément des cendres que renaît le phénix. Nous sommes arrivés au moment le plus dangereux de tout le processus. C'est ce point critique où se brisent 98% des tentatives de restaurer la proximité. Imaginez, il a répondu, il vous a dit la vérité, et cette vérité s'est avérée brûlante, inconfortable ou même injuste. À ce moment-là, un réflexe ancien se déclenche en vous. Votre ego, blessé par ces mots, veut immédiatement se défendre. Vous sentez une boule de rancœur monter à votre gorge et des mots d'accusation vous brûlent la langue. Comment peux-tu penser ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as tort. Arrêtez-vous. Respirez. Si vous cédez maintenant à cette impulsion, si vous explosez de colère ou vous effondrez en larmes d'accusation, vous avez perdu. Vous confirmerez de vos propres mains son pire cauchemar. La vérité est dangereuse. Si je m'ouvre, on me frappe. Si vous le punissez pour son honnêteté par votre réaction émotionnelle, il apprendra la leçon instantanément. La prochaine fois, il faut mentir. Et la porte se refermera, peut-être pour toujours. Ici, vous aurez besoin d'une compétence qu'on appelle en psychologie des profondeurs la contenance. Imaginez-vous comme une coupe, un vase sacré. Ces émotions, ces peurs, ces pensées confuses sont un liquide bouillant, de l'acide ou de la lave. Il déverse cela en vous parce qu'il ne peut pas le retenir lui-même. La tâche de la coupe est de recevoir ce liquide et de maintenir sa forme sans se fissurer sous la chaleur et sans éclabousser le contenu sur celui qui l'a versé. Être un contenant ne signifie pas supporter des humiliations. Cela signifie posséder une capacité intérieure suffisante pour supporter le chaos d'une autre personne sans se détruire. Comment faire cela techniquement? La technique de l'ego observateur vous aidera. Au moment où il vous dit des choses désagréables, faites mentalement un pas en arrière. Sortez de l'épicentre de votre colère. Imaginez que vous êtes assise dans un cinéma et que vous vous regardez de côté. Dites-vous, je vois que la rancœur monte en moi. Je sens mon cœur battre. J'ai mal. Mais je ne suis pas ma rancœur. Je suis plus grande que cette émotion. Ne fusionnez pas avec votre réaction. Observez-la comme un nuage passant dans le ciel. Mais restez le ciel. Votre tâche à ce moment-là est d'écouter. Juste écouter. Ne pas discuter. Ne pas se justifier. Ne pas donner de leçons de vie. Juste être présente. Hocher la tête. Respirer. Tenir l'espace. Cela exige une discipline spirituelle colossale. Il est beaucoup plus simple de crier, mais c'est précisément la capacité d'être un contenant qui est la forme suprême du pouvoir féminin. L'homme, par nature, est souvent plein de chaos et de lutte intérieure. Il cherche inconsciemment une femme qui possède une gravité psychique suffisante pour ordonner ce chaos. Il cherche celle qui ne s'effondrera pas face à ses ténèbres. Quand il voit que vous tenez bon, que vous entendez sa vérité la plus effrayante et que vous ne fuyez pas, n'attaquez pas, ne mourrez pas, un miracle se produit. Il commence à ressentir une sécurité absolue. Il comprend. Elle peut supporter ça. Elle est plus forte que mes démons. Votre capacité à ne pas éclabousser sa vérité, même si elle bout, est ce qui fait de vous son seul refuge. Et c'est précisément dans ce refuge que naît l'amour impossible à détruire par les tempêtes du quotidien. Alors, vous vous êtes retenu. Vous êtes devenu un contenant. Vous avez écouté sa vérité sans l'interrompre et sans lever les yeux au ciel. Maintenant arrive le moment où vous devez répondre quelque chose. Et c'est là que la plupart des femmes commettent une erreur fatale, rayant tous les efforts précédents. Votre cerveau, mu par l'anxiété, commence à chercher fébrilement une solution. Vous avez envie de dire « Eh bien, ce n'est pas si grave, ne t'inquiète pas » ou « Tu as juste besoin de te reposer » ou pire encore « Je te l'avais bien dit ». Stop. Tout de suite, j'introduis une interdiction stricte. Dans ce dialogue, dans cet espace sacré, 3 choses sont interdites. Les conseils, tu dois faire comme ça. Les jugements, c'est stupide, c'est faux. Les consolations, tout ira bien. Pourquoi?
Parce que quand un homme vous ouvre sa vulnérabilité et que vous commencez à donner des conseils, vous vous transformez instantanément de femme aimée en maman. Vous vous placez au-dessus. Vous lui transmettez « Tu es petit et stupide, tu ne t'en sors pas, laisse-moi réparer ta vie ». Cela castre sa masculinité et lui fait regretter de s'être ouvert. Il n'a pas besoin d'un consultant, il a besoin d'un témoin. Que faire alors? Utilisez la technique qu'on appelle en psychologie le miroir. Votre tâche n'est pas d'interpréter ces mots, ni de discuter avec eux, ni de les corriger. Votre tâche est de les lui renvoyer, purifier de vos émotions. Vous devez devenir un miroir propre dans lequel il pourra se voir lui-même. L'algorithme est simple, mais exige une discipline de fer. Utilisez la formule « Je t'entends dire que tu » renvoie de son sentiment ou du sens. Analysons avec des exemples. Exemple 1. Il dit « Je sens que j'étouffe. Tu contrôles constamment chacun de mes pas. Je ne peux pas respirer. » Votre ancienne réaction, défense. « Je ne contrôle pas. Je prends juste soin de toi et tu es ingrat. » Résultat, scandale. Réaction, miroir. Faites une pause. Regardez-le dans les yeux. Dites calmement « Je t'entends dire que tu ressens une forte pression. Il te semble que ma sollicitude te prive de liberté et c'est difficile pour toi. » Exemple 2, il dit « Je ne sais pas ce que je veux. J'ai l'impression d'aller nulle part. » Votre ancienne réaction, conseil. Tu dois juste changer de travail ou suivre une formation. Résultat, il se sent comme un raté. Réaction miroir. On dirait que tu as perdu ta boussole intérieure et que tu ressens maintenant de la confusion et du vide. Sentez-vous la différence? Vous n'avez pas accepté d'être un tyran. Vous n'avez pas dit qu'il avait raison. Vous avez fait quelque chose de plus important. Vous avez validé son vécu. Vous avez dit « Je vois ta douleur. Elle est réelle pour toi. Et je l'accepte. » Quand un homme entend ses propres mots lui être renvoyés avec respect et sans distorsion, la magie opère. Ses épaules s'affaissent. Sa respiration se régularise. Il n'a plus besoin de crier ou de se défendre pour être compris. Il comprend. Elle m'a entendu. Cet exercice demande de la pratique. Votre langue vous démangera de donner un conseil ou de vous justifier. Mordez-la. Votre but maintenant n'est pas de gagner une dispute, mais de créer un lien. Ne le réparez pas. Ce n'est pas un grille-pain cassé. Montrez-lui simplement lui-même dans le miroir de votre compréhension. Et ce miroir sera le premier pas vers sa guérison. Regardez-vous maintenant. Sentez-vous comment l'énergie a changé? Au début de cette vidéo, nous parlions d'une femme à genoux devant une porte fermée, mendiant des miettes d'attention. D'une femme détective, épuisée par les soupçons. Oubliez cette image, elle n'a plus rien à voir avec vous. En ce moment même, vous récupérez votre couronne. Vous n'êtes plus victime de son silence. Vous n'êtes plus otage de son humeur. Vous êtes l'initiatrice de la vérité. Vous êtes celle qui tient entre ses mains les clés de toutes les portes. Prenez conscience de ce pouvoir. Vous avez cessé d'attendre qu'il daigne parler. Vous prenez la responsabilité de la qualité de votre vie en main. Vous approchez de ce château non pas comme une suppliante, mais comme la maîtresse qui a le plein droit de savoir ce qui se passe dans son domaine. Je sais là quelque part au fond de l'âme, la peur tremble encore. Et si la vérité s'avérait insupportable? Et si ces questions menaient à la fin de la relation? Je vais vous répondre en guerrier de la lumière. Qu'il en soit ainsi. Si la vérité détruit votre relation, cela signifie que cette relation était construite sur du sable. Et elle se serait effondrée de toute façon, seulement plus tard, vous ensevelissant sous les décombres des années perdues. N'ayez pas peur de la destruction des illusions. Craignez la vie dans le caveau beau mais étouffant du mensonge. Même si la réponse à vos questions est la séparation, ce n'est pas une défaite. C'est la plus grande victoire. C'est la victoire de la réalité sur le fantasme. C'est la victoire de votre dignité sur la peur de la solitude. Mieux vaut marcher fièrement seul sur le sol ferme de la vérité que de ramper éternellement dans le marécage des non-dits, main dans la main avec un fantôme. La vérité vous rend invulnérable. Une personne qui connaît la vérité et est prête à l'accepter ne peut être humiliée, ne peut être trompée, ne peut être utilisée. Dès que vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, vous devenez créatrice de votre destin. Vous cessez d'être un personnage dans son scénario et devenez l'auteur du vôtre. Redressez le dos, inspirez à plein poumon. Vous êtes armé de savoir,
vous êtes protégé par la sagesse. Et vous avez la carte. Celui qui n'a pas peur de la vérité ne peut être vaincu. Vous n'êtes plus une suppliante, vous êtes la propriétaire de votre destin. Et avec cette force, vous êtes invincible. Nous avons parcouru un long chemin. Nous l'avons commencé dans une pièce étroite et étouffante de soupçons, où vous vous sentiez comme un détective rassemblant des preuves. Nous avons traversé les caves sombres de l'ombre, les fossés froids de la défense, le feu de la vérité douloureuse. Et maintenant, nous sommes au sommet. Regardez en arrière. Regardez ces 7 questions qui sont maintenant dans votre arsenal. Maintenant, vous comprenez que leur véritable but n'a jamais été simplement de savoir où il était ou pourquoi il n'a pas appelé. Cela aurait été trop petit pour vous. Ces questions ne sont pas un moyen d'obtenir des informations. C'est un moyen d'obtenir l'âme. Nous confondons souvent les faits et la vérité. Les faits, c'est à quelle heure il est rentré et combien d'argent il a dépensé. C'est une statistique morte. La vérité, c'est ce qui se passe dans son cœur quand il vous regarde. La vérité, c'est ce qui lui fait mal quand il se tait. Les 7 questions que nous avons analysées sont des formules alchimiques. Elles transforment le plomb de l'aliénation en or de la proximité. Vous ne demandez plus « Pourquoi me mens-tu » Vous dites « Montre-moi qui tu es, car je suis assez forte pour t'accepter tout entier. » La vérité n'est pas une arme avec laquelle on peut blesser. Et ce n'est pas un bouclier derrière lequel on peut s'abriter. La vérité est la seule forme possible de lien entre 2 adultes. Tout le reste n'est que théâtre d'ombre. Et aujourd'hui, vous avez décidé de quitter la salle de spectacle et de monter sur la scène réelle. Je veux que vous fermiez les yeux un instant. Laissez-moi vous montrer pourquoi nous avons fait tout cela. Imaginez une relation où il n'y a plus de peur. Imaginez une maison où il n'y a pas de pièces fermées à clé, pas de bunker, pas de fossé avec des crocodiles. Imaginez que vous êtes assise en face de lui et qu'entre vous, l'air est cristallin. Vous n'avez pas besoin de deviner ce qu'il pense. Il le dit. Il n'a pas besoin d'avoir peur que vous jugiez son ombre. Il sait que vous l'avez vu et accepté. Est-ce effrayant? Oh oui, c'est vertigineusement effrayant. Vivre sans masque signifie se tenir âme nue, l'un devant l'autre, sans peau, sentant chaque souffle de vent. Mais Carl Jung appelait cet état Mysterium conjunctionis, le mystère de la conjonction ou le mariage sacré. Ce n'est pas la rencontre de 2 personas, pas de 2 bons époux jouant leur rôle. C'est la rencontre de 2 soi. C'est un amour qui a traversé le feu du Nigredo, la désintégration des illusions, et qui s'est trempé dans la vérité. Dans cet avenir, les conflits ne disparaîtront pas, mais ils cesseront d'être destructeurs. Ils deviendront des ponts. Dans cet avenir, son silence ne sera pas un mur, mais simplement un silence dans lequel vous vous reposez tous les 2. Dans cet avenir, vous n'êtes plus 2 moitiés essayant de combler le vide l'un de l'autre. Vous êtes 2 univers entiers qui ont décidé de tourner sur une même orbite. C'est cela la proximité dont vous rêviez quand vous étiez une petite fille et que vous méritez maintenant, en tant que femme sage. Je sais que maintenant, en tenant ces clés dans vos mains, vous pouvez ressentir un tremblement. La tâche semble immense. La peur devant la première question peut serrer la gorge. Il peut vous sembler que vous vous tenez devant cette montagne dans une solitude totale. Mais ce n'est pas le cas. Ressentez-le maintenant. À cette seconde même, pendant que ma voix résonne, des millions de femmes à travers le monde regardent les écrans de leur téléphone et ressentent la même chose que vous. Des millions de cœurs battent à l'unisson avec le vôtre, désirant percer le mur du silence. Des millions d'âmes cherchent un chemin hors du labyrinthe de la solitude à 2. Vous faites partie d'une immense sororité invisible de chercheuses de vérité. Votre douleur est une douleur universelle. Votre espoir est notre espoir commun. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Et chaque fois que l'une d'entre vous trouve en elle le courage de poser une question honnête et de supporter une réponse honnête, le monde devient un peu plus lumineux. Vous ne faites pas ce travail seulement pour vous. Vous guérissez l'inconscient collectif de toutes les relations. Notre voyage touche à sa fin, mais votre travail ne fait que commencer. Vous avez le choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner dans le monde habituel, sûr mais étouffant des illusions. Vous pouvez continuer à jouer au détective et à la victime. C'est facile. Cela ne demande pas d'effort. Ou vous pouvez faire un pas vers l'inconnu. Si vous sentez que vous êtes prête non seulement à écouter, mais à changer le tissu de votre réalité,
Si vous voulez explorer les profondeurs où d'autres ont peur même de regarder, si vous voulez comprendre la psychologie non pas comme un ensemble de termes secs, mais comme une magie vivante de transformation, restez avec nous. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Nous ne donnons pas de conseils simples sur comment garder un homme. Ici, nous faisons de l'architecture de l'âme. Abonnez-vous dès maintenant. Ne le faites pas juste comme un clic de souris, mais comme un acte de choix conscient. Appuyez sur la cloche. Que son tintement devienne pour vous un signal de réveil, un rappel que vous ne dormez plus. Dans les commentaires, écrivez « Je choisis la vérité ». Que cela devienne votre premier manifeste. Allez vers lui. Créez votre téménos. Posez la question et n'ayez peur de rien. Rappelez-vous, quand les masques tomberont, il ne restera que ce qui est réel. Et c'est la seule chose sur laquelle on peut construire l'éternité. Possédez la vérité et vous posséderez votre destin.